Imagine une tribu où les hommes dépasseraient facilement n'importe quel joueur de basket, où la taille n'est pas juste un chiffre mais une fierté. Une partie de la culture, ce sont les Dinka, les gens les plus grands d'Afrique. Mais il ne s'agit pas seulement de la taille. Ils ont des signes distinctifs que l'on ne peut pas acheter avec de l'argent. Des marques qui parlent. Sans mots, tu es un adulte? Pas de marque. Ta parole ne compte pas, peu importe qui tu es. Ils vivent côte à côte avec les taureaux, recouvrent leurs cheveux de cendre et le bétail pour eux n'est pas un bien, mais une vraie famille. Chaque animal ici fait partie de leur monde, inséparable de l'homme. C'est une tribu où les anciennes règles sont toujours en vigueur, où l'honneur et le statut sont visibles pour tous. Et maintenant, vous allez voir ce que la télévision ne montrera jamais. Au Soudan du Sud vit un peuple dont peu de gens ont entendu parler, mais qui ressemble à une tribu fondée par la NBA elle-même, sauf qu'il n'y a ni agitation médiatique, ni contrat à plusieurs millions. Ce sont les Dinka, l'un des peuples les plus grands de la planète. La taille moyenne des hommes va de 185 jusqu'à 210 cm. Oui, ce n'est pas une invention, c'est un fait confirmé par les anthropologues. Et oui, les touristes restent souvent bouche bée. Mais ce qui est vraiment surprenant, les Dinka eux-mêmes ne considèrent pas leur taille comme quelque chose d'exceptionnel. Ici, presque tout le monde est plus grand que la plupart des basketteurs professionnels. En plus de leur taille, ce qui frappe tout de suite, ce sont les cheveux recouverts de cendre. Ce n'est ni pour la beauté, ni un hasard. La cendre, c'est l'hygiène, la protection et une partie de leur culture. Ils la prennent à partir de la bouse de vache brûlée. Car les vaches sont sacrées ici. Ils appliquent cette poudre à la main, de la racine jusqu'aux pointes, donnant ainsi aux cheveux une teinte grisâtre et une texture particulière. Pour nous, c'est exotique. Pour eux, c'est une façon d'être eux-mêmes, d'exprimer le respect envers la nature, la terre et les ancêtres. C'est une façon d'être des leurs, pas seulement en apparence, mais en profondeur. Celui qui n'est pas couvert de cendres est un étranger, quelqu'un qui n'appartient pas au cercle de confiance. Mais voici l'ironie. La confiance la plus importante qu'un homme Dinka reçoit ne vient pas des anciens ou des guerriers, elle vient de sa femme. Les femmes Dinka n'utilisent pas de maquillage et ne portent pas de vêtements comme nous en avons l'habitude. Pour les jeunes filles non mariées, c'est un symbole de pureté. Après le mariage, elles portent un tablier en laine de chèvre et de nombreux bijoux en perles. Certaines arborent même de véritables corsets de perles ou des dizaines de colliers qui cachent dans la poitrine. Mais les cheveux longs ne sont pas appréciés dans la tribu. Au contraire, une tête presque rasée est considérée comme l'idéal de beauté. On pourrait croire que tout est simple chez les Dinka. L'homme est le chef, la femme la gardienne du foyer. Une image classique du patriarcat. Mais surprise, c'est la femme qui est la véritable chef de l'ombre du statut masculin. Oui, les hommes siègent au conseil, gardent le bétail, font la guerre et prennent des décisions. Mais aucune décision importante, du choix du chef à la vengeance de sang, ne se fait sans son approbation silencieuse. La femme est ici comme en coulisses, mais c'est bien son ombre qui guide l'histoire. Et cela dans une tribu que le monde considère comme profondément patriarcale. Alors, quand vous voyez un puissant guerrier Dinka à côté de son taureau, sachez que sa force ne réside pas seulement dans ses muscles ou sa lance. Elle est renforcée par la sagesse d'une femme qui reste dans l'ombre, mais tient les fils de son destin. C'est un système où le patriarcat repose solidement sur des bases matriarcales. Mais même l'approbation de l'épouse ne fait pas de l'homme un membre à part entière. Il existe une épreuve que chacun doit traverser. Une épreuve qui laisse une marque sur le corps pour la vie. Cette marque, c'est une cicatrice taillée dans la peau. Chez les Dinka, le passage de garçon à homme n'est pas une question d'âge, mais un rituel. Et la partie principale, c'est la scarification. Des motifs profonds gravés dans la peau, généralement sur le front. Pour nous, cela peut sembler barbare. Pour eux, c'est un rite sacré. Le jeune homme doit endurer la douleur sans émettre un son, pas même un souffle. Faire une grimace serait déjà un signe de faiblesse. Chaque entaille est un pas vers la vie adulte, vers la responsabilité, vers le droit d'être entendu. Ce sont ces fameux signes dont nous parlions. Ils ne s'achètent pas. Le maître utilise des lames spéciales, puis on frotte de la cendre ou d'autres substances naturelles dans les plaies pour que les cicatrices soient en relief et bien visibles. Ce n'est pas un tatouage qu'on peut effacer. C'est pour toujours l'empreinte de la tribu, le signe du courage, la preuve que tu as mérité d'être appelé un homme. Sans ces marques, peu importe ta taille ou ta force, tu n'es qu'un garçon. Ton avis ne compte pas lors du conseil des anciens, on ne te prendra pas au sérieux pour le bétail ou lors des négociations. Ces cicatrices, c'est ton passeport pour la vie adulte. Maintenant, tu es prêt à assumer la responsabilité de toi-même, de ta famille et de ton troupeau. Et le mot-clé ici, c'est troupeau, parce que c'est lui qui est le cœur du monde des Dinka. Nous l'avons déjà dit, pour les Dinka, le bétail est une famille.
pas seulement un bien. C'est le fondement de leur univers. Pour un homme Dinka, un taureau n'est pas qu'un animal, c'est sa seconde âme. Après l'initiation, chaque jeune homme reçoit un taureau qui devient son ami esprit, Garmalou. Il chante pour ce taureau, compose des poèmes sur sa beauté et sa force, dort à ses côtés dans les pâturages. La couleur et la forme des cornes du taureau font partie de la personnalité de l'homme. Il peut même prendre un nom lié à celui de son taureau préféré. Le statut d'un homme se mesure non seulement au nombre de têtes de bétail, même si c'est important, mais aussi à son lien avec les taureaux. Comment il soigne son garmalou, la force de ses chants sur les taureaux, la profondeur de sa compréhension de leur nature. Le bétail, c'est la monnaie. Il sert à payer la dot, la nourriture, les sangs, rarement de la viande lors des fêtes. Le combustible, la bouse pour le feu et la cendre, même les cosmétiques, l'urine comme antiseptique et pour éclaircir les cheveux. Mais surtout, c'est le pilier spirituel. Perdre un taureau est une tragédie comparable à la perte d'un membre de la famille. Pour le vol de bétail, on peut tuer sans hésiter. Dans un monde sans banque ni action, le bétail est tout. Histoire, sécurité, chemin vers le mariage, statut et héritage. Et tant que tu n'as pas passé l'épreuve des cicatrices et que tu n'as pas créé de lien indéfectible avec ton taureau, tu ne peux pas être membre à part entière de cette famille unique, grande et à la chevelure cendrée du Sud-Soudan. D'ailleurs, le pays des Dinka, c'est le Soudan du Sud. Il y a d'autres peuples ici, mais les Dinka sont les plus nombreux. Ils vivent des deux côtés du Nil et, à cause de leur obsession des vaches, leurs voisins les appellent eux-mêmes le peuple aux cornes. Fait intéressant, chaque famille Dinka reconnaît ses vaches grâce à la forme unique de leurs longues cornes, modelées dès le plus jeune âge. Chaque clan a son style signature. Et après l'initiation, le jeune homme prend un deuxième nom, le nom du taureau. L'élevage va de pair avec l'agriculture chez les Dinka, les deux alternent selon les saisons. De mai à novembre, pendant la saison des pluies, la tribu part dans la savane pour cultiver du grain, du tabac et des légumes. Quand les pluies cessent, dès que les eaux du Nil se retirent, les Dinka et leurs vaches retournent sur les pâturages asséchés du bas de la rivière jusqu'à la prochaine saison. Le peuple Dinka est l'une des tribus les moins étudiées, mais aussi des plus fascinantes d'Afrique. Les Dinka profitent de très peu des bienfaits de la civilisation. La seule exception, c'est l'arme à feu. Les fusils et les AK-47 servent à protéger leur précieux bétail, à intimider les voisins et à repousser les attaques. Leur mode de vie n'a pratiquement pas changé depuis le Xe siècle. Et, qui sait, peut-être ne changera-t-il pas encore pendant de nombreux siècles. Et si on y réfléchit bien, nous n'avons pas tant changé que cela. Notre bétail, ce sont nos comptes bancaires, et nos cicatrices, ce sont les diplômes et les postes. Ce peuple ne nous montre pas un retard, mais une autre facette de l'humanité, celle que vous ne verrez jamais dans les journaux télévisés du soir. Si cela vous a plu, cliquez sur j'aime. Vous abonner ou non, c'est à vous de voir. Mais si vous le faites, vous ne le regretterez pas. Nous avons encore beaucoup d'histoires de ce genre à partager. Les femmes de ce peuple n'utilisent pas l'eau ordinaire pour se laver. À la place, elles couvrent tout leur corps et leurs cheveux d'un mélange spécial à base d'argile rouge. Bienvenue dans le monde mystérieux de la tribu Imba. Ces personnes étonnantes, vivant dans les conditions difficiles de la Namibie, ont créé une culture unique qui surprend encore l'homme moderne. Vous allez découvrir pourquoi les femmes de cette tribu ne se lavent-elles jamais avec de l'eau ordinaire. Quel est le véritable secret de cette fameuse argile rouge dont elles recouvrent leur corps? Quelle est la véritable place et l'influence des femmes dans la société Imba? Quelles anciennes coutumes, parfois étonnantes, existent encore chez les Imba, comme la polygamie ou la circoncision des garçons? Et surtout, que doit absolument savoir chaque voyageur avant de partir à la rencontre de ce peuple? Regardez la vidéo jusqu'au bout pour ne manquer aucun détail clé sur ce sujet. Les Imba sont un peuple ancien, semi-nomade, vivant dans la région rude mais magnifique du Kunene, au nord-ouest de la Namibie. Leur vie est intimement liée à cette terre et à leurs troupeaux de gros bétail depuis, il était même difficile de dire depuis combien de siècles. Ils font partie des derniers peuples africains à avoir largement préservé leur mode de vie traditionnel, leurs croyances et leurs coutumes, malgré l'influence du monde extérieur. Vous allez être surpris, mais les filles et les femmes ne prennent vraiment pas de bain traditionnel. Au lieu de se laver le corps chaque jour, la tribu Imba a développé une façon unique de prendre soin d'elle-même. Devenue leur véritable signature, tout le secret réside dans l'argile rouge. Mais il ne s'agit pas d'une argile ordinaire, c'est un mélange spécial appelé Ogize. Les femmes Imba le préparent à partir de poudre d'ocre rouge mélangée à de la graisse et à des herbes aromatiques.
Cette pâte est appliquée sur tout le corps et les cheveux. Pourquoi? Parce qu'elle remplit plusieurs fonctions essentielles. En plus de protéger du soleil et des insectes, l'eau de gisé aide à enlever la saleté et la sueur de la peau. En fait, c'est une forme de nettoyage à sec. La préparation de l'ojis est tout un rituel et un véritable savoir-faire transmis de génération en génération. L'ingrédient principal, c'est la poudre obtenue à partir de pierre d'ocre rouge, un minéral riche en fer qui donne à la mixture sa célèbre couleur rouge-orangé. Les femmes trouvent les pierres appropriées, les broient souvent entre deux pierres jusqu'à obtenir une poudre très fine. À cette poudre, on ajoute de la graisse animale, le plus souvent du beurre fondu, similaire au ghee, obtenu à partir du lait de leur vache. La graisse sert de liant, elle permet à la pâte de bien s'étaler et de rester sur la peau, tout en lui apportant des propriétés imperméables et hydratantes. La poudre d'ocre et la graisse sont minutieusement mélangées à la main, ce qui demande du temps et des efforts afin d'obtenir une pâte épaisse, homogène et sans grumeaux. Parfois, pour parfumer la mixture, on y ajoute des herbes aromatiques, broyées ou de la résine de certains arbres. Au final, on obtient une pâte riche, grasse, rouge-orangée, au parfum caractéristique qui est conservé dans des récipients spéciaux et toujours prête à l'emploi. La préparation de l'eau de gisé n'est pas qu'un simple geste mécanique. C'est un élément clé de l'identité culturelle des femmes Himba, une occasion de se retrouver, d'échanger et de transmettre la tradition aux jeunes filles. Il faut aussi ajouter qu'aucune odeur désagréable n'émane des filles et des femmes africaines. Les hommes du peuple Himba, comme les chercheurs, en sont convaincus. Le principal devoir conjugal. Dans la société traditionnelle des Himba, les rôles des hommes et des femmes sont clairement définis. Bien que la naissance et l'éducation des enfants restent des responsabilités essentielles, les femmes Himba accomplissent de nombreuses autres tâches domestiques et agricoles. Elles sont responsables de l'entretien du village, le kraal, de la collecte du bois et surtout de la transformation du lait en beurre et en autres produits, ce qui représente une contribution importante à l'économie familiale. Les produits laitiers constituent souvent la base de leur alimentation. Leur travail acharné et leur capacité à gérer la maison et les enfants déterminent largement le bien-être de la famille. De leur côté, les hommes s'occupent principalement du pâturage et de la protection des troupeaux de bovins, qui représentent la principale richesse et le symbole du statut des Himba, ainsi que de la résolution des questions communautaires et politiques au niveau du clan et du village. Ce qui est aussi frappant, c'est que ce sont précisément les femmes Himba qui sont responsables de la construction et de l'entretien de leurs huttes uniques. La hutte Himba, appelée Onganjo, a une forme conique et est construite à partir d'une ossature de jeunes arbres ou de branches habilement entrelacées. Cette structure est ensuite soigneusement recouverte d'un mélange de boue et de fumier. Ce matériau naturel est un excellent isolant protégeant de la chaleur du jour, du froid de la nuit et des pluies, et créant ainsi une habitation simple mais très fonctionnelle où la famille peut dormir et conserver ses affaires. En poursuivant sur les nombreuses responsabilités des femmes Himba, il convient de souligner tout particulièrement leur rôle dans le soin du bétail domestique. Dans les villages et les petits hameaux, on trouve une grande quantité de chèvres et de vaches. Ces animaux représentent la principale source de nourriture, mais aussi de peau. Les femmes Himba savent habilement utiliser les peaux de chèvres et de vaches à diverses fins. Elles servent à fabriquer des matériaux indispensables à la construction des huttes traditionnelles Onganjo, où les peaux peuvent être utilisées pour renforcer la structure ou comme revêtement. De plus, les peaux constituent la base pour créer des éléments du costume national unique et des tenues traditionnelles féminines. Ainsi, les femmes ne s'occupent pas seulement des troupeaux, mais elles fournissent aussi à la famille un abri et une apparence traditionnelle, tirant le meilleur parti de ce que leur offrent ces animaux. Les femmes africaines sont responsables des aspects religieux au sein de la tribu Himba. Il faut absolument noter que les huttes, ainsi que les constructions utilitaires, sont disposées en demi-cercle. Au centre se trouve ce que l'on appelle l'oku, le feu sacré pour les habitants locaux. Lorsque le feu est allumé, les hommes et les femmes Himba ont une occasion unique de s'adresser aux esprits. Le lien est assuré par la fumée du feu qui sert de médiateur. Les Himba croient que c'est grâce à elle qu'ils peuvent entrer en contact avec leurs ancêtres. Chez les Himba, la foi fait partie du quotidien. Ils pratiquent un monothéisme, ils croient en un seul dieu suprême nommé Mukuru.
Il est dit que Mukuru peut bénir, mais il n'intervient pas directement dans les affaires humaines. Les esprits des ancêtres, eux, sont beaucoup plus proches. Ce sont eux qui aident ou au contraire punissent en cas de faute. C'est pourquoi chaque hutte possède un autel et un feu sacré, entretenus régulièrement, en général tous les 7 ou 8 jours. Ainsi, la famille reste en lien avec ses ancêtres disparus et perpétue le respect du lignage. Mais la foi des Himba a aussi une autre facette. La peur de l'Omiti, c'est leur concept de sorcellerie noire. Les gens croient que l'Omiti permet à des personnes malveillantes de jeter des sorts, de provoquer des maladies ou même d'influencer les pensées d'autrui. Lorsque quelqu'un meurt de façon inattendue, on ne cherche pas toujours la cause dans la santé. Bien plus souvent, on pense que quelqu'un a eu recours à l'Omiti. Le soupçon peut alors tomber même sur les proches. Un frère, une épouse, un mari. Pour découvrir la vérité, la famille fait appel à un guérisseur. Lui seul peut déterminer qui est responsable et ce qu'il convient de faire ensuite. Beaucoup d'entre vous se demanderont sûrement, et la part masculine alors? Que font les hommes? En réalité, les hommes, comme dans de nombreuses autres tribus africaines, protègent le village contre les ennemis. Et bien sûr, partent à la chasse. Après tout, les Himba sont un peuple semi-nomade, donc tout cela a du sens dans leur mode de vie. En plus de cela, les hommes participent aux rituels importants, ils prennent des décisions lors des conseils de famille, négocient les mariages et veillent à la préservation des traditions. Mais les traditions chez les Himba, ce ne sont pas simplement des règles figées. Regardez plutôt comment ces coutumes se manifestent dans la famille, le mariage et l'éducation des enfants. D'abord, dans la tribu Himba, il n'y a pas seulement la polygamie, mais aussi la polyandrie. Oui, vous avez bien entendu, une femme peut être mariée et entretenir en même temps une relation avec un autre homme. De plus, elle a tout à fait le droit de quitter son mari si elle le souhaite. Le divorce n'est pas un tabou, mais une chose courante dans la vie. Cette souplesse dans les relations aide beaucoup la tribu à garder sa stabilité. Ici, personne ne se met la main sur le cœur à l'idée de infidélité. C'est juste un élément du mécanisme social. Et la jalousie, telle qu'on la connaît, y est beaucoup moins présente. En outre, lorsqu'un invité respecté arrive dans la tribu, un voyageur ou un chercheur par exemple, et qu'il a gagné la confiance du groupe, on peut partager avec lui non seulement la nourriture, mais aussi l'épouse. Cela n'est pas considéré comme une trahison ou un manque de respect envers le mari. Au contraire, c'est un geste d'ouverture et de reconnaissance. Si une femme est autorisée à passer la nuit avec un étranger, cela veut dire qu'il a été véritablement accepté comme l'un des leurs. Ces relations peuvent être ponctuelles ou durer plus longtemps. Tout dépend de l'accord à l'intérieur de la famille. Il n'y a ni drame, ni larmes, ni scène. Ici, une autre règle prévaut. L'essentiel, c'est l'harmonie dans la communauté. Et tout ce qui la renforce est considéré comme juste. En ce qui concerne l'éducation des enfants, les Himba ont aussi leur propre système. Les garçons subissent la circoncision avant d'atteindre la puberté. C'est un rite fondamental appelé initiation. Après cela, le jeune est considéré comme un homme prêt à assumer les responsabilités de l'âge adulte. Pour les filles, c'est différent. Dès leur plus jeune âge, elles apprennent à gérer le foyer, à s'occuper des plus petits, à préparer la nourriture et à prendre soin de leur corps, y compris les rituels de beauté, comme enduire la peau d'un mélange d'ocre et de graisse. Ces compétences ne relèvent pas seulement de la vie quotidienne. Elles préparent la fille à sa vie future, où la femme est non seulement une épouse, mais aussi la gardienne des traditions. Il est aussi intéressant de noter que le statut d'une femme ici n'est pas déterminé par le mariage, mais par la naissance d'un enfant. Tant qu'une jeune fille n'en est pas devenue mère, elle n'est pas vraiment considérée comme adulte. Tout cela rend le mode de vie des Himba unique, strict, mais logique pour l'environnement dans lequel ils vivent. Et peut-être est-ce justement grâce à de telles traditions qu'ils arrivent à préserver leur culture intacte depuis des siècles. Comme vous le voyez, chez les Himba, tout est différent. L'amour, le mariage, la famille, la fidélité, tout obéit à une autre logique. Ce qui peut nous sembler étrange est pour eux une norme éprouvée au fil des siècles. Si tu as trouvé cela intéressant, ce n'est qu'un aperçu. Regarde les autres vidéos de la chaîne, tu y découvriras encore plus d'histoires choquantes, mais vraies, venues du monde entier. Abonne-toi si tu veux savoir comment vivent ceux dont on ne parle jamais dans les manuels scolaires.